L'année dernière, j'avais écrit un article sur mon blog « Autonomie alimentaire, le guide pour tout comprendre ». Alors ça m'a fait du bien de le relire et ça m'a permis d'affiner mon idée du concept. Alors c'est le commentaire d'Earthwin sur ma dernière vidéo qui m'a donné envie de replonger dans le sujet. Je vous propose donc une vidéo pour mieux comprendre ce sujet complexe et partager avec vous l'évolution de ma vision. On est nombreux à parler d'autonomie alimentaire et je parie que l'on n'a pas tous la même définition de ce concept. Il y a beaucoup de fantasmes autour de cette notion. Je m'en suis rendu compte au travers des formations que je propose et des vidéos de mes petits collègues autonomistes. J'aimerais vous aider à y voir plus clair. Alors pour vous permettre de construire votre propre autonomie familiale, je vous propose de vous présenter mon cheminement et comment je définis la mienne. Alors déjà, qu'est-ce que l'autonomie alimentaire? D'emblée, on pourrait répondre que c'est produire toute la nourriture que l'on consomme. Mais je trouve que cette réponse est incomplète. C'est dans le lexique agricole, et plus particulièrement celui de l'élevage, que j'ai trouvé la meilleure définition selon moi. L'autonomie alimentaire est définie comme le rapport entre les aliments produits sur l'exploitation et les aliments consommés par le troupeau. C'est cette base qui m'a permis d'élaborer ma propre définition de l'autonomie alimentaire afin de mieux l'évaluer par la suite. Pour simplifier les choses, voici ce que j'entends par autonomie alimentaire familiale. Imaginons que votre famille, c'est le troupeau, et votre terrain avec la maison correspond à la ferme. Votre niveau d'autonomie est donc égal à votre alimentation produite, tout en étant compatible avec une santé durable, car je ne pense pas que l'on puisse être autonome longtemps en mangeant uniquement des patates. Donc, alimentation produite divisée par alimentation consommée, plus ce qui est nécessaire pour la produire. Alors, si vous mettez de l'essence dans le motoculteur pour retourner la parcelle de pommes de terre, alors ça rentre dans l'équation. Vous pouvez donc facilement définir votre niveau d'autonomie alimentaire grâce à cette équation. Seulement, pour que cette équation soit cohérente, comme dans toute formule mathématique, il faut raisonner avec la même unité. Comment mesurer l'alimentation produite et l'alimentation consommée? On raisonne en kilogrammes, en kilojoules, kilocalories, en litres de sueur ou d'essence? Le plus simple, à mon avis, c'est de raisonner en pépettes, en équivalent monétaire. Le niveau d'autonomie étant un rapport entre deux variables de mêmes unités, on peut donc parler en pourcentage. Ce qui donne cette magnifique formule mathématique. Niveau d'autonomie alimentaire en pourcent égale valeur de l'alimentation produite en euros, divisé par valeur de l'alimentation consommée plus ce qu'il faut pour la produire en euros. En résumé, si vous êtes en dessous de 100%, vous dépensez de l'argent pour votre alimentation, donc vous n'êtes pas autonome. À 100%, vous êtes autonome, et au-dessus, vous êtes excédentaire. Ok, c'est bien beau tout ça, c'est de la théorie. Seulement, dans les faits, est-ce que je fais rentrer la tablette de chocolat dans l'équation? Et la petite bière pour l'apéro? Et mes bretzels qui vont avec? En pratique, on voit rapidement que nos habitudes alimentaires pourraient bien mettre KO notre projet d'autonomie alimentaire avant même de commencer. À titre d'exemple, je vais vous éplucher ma journée alimentaire type. Au petit déjeuner, j'avais pour habitude de prendre des flocons d'avoine mélangés avec quelques raisins secs, un peu de poudre de cacao, une banane et le tout chauffé dans du lait de riz. En bref, mon niveau d'autonomie alimentaire est proche de 0 pour le petit déjeuner, puisque je suis incapable de produire ces aliments. Pour le déjeuner, des lentilles avec des carottes, de l'ail, des oignons et 2 œufs durs. Comme nous sommes en octobre, les carottes, l'ail et l'oignon viennent de mon potager. Mon niveau d'autosuffisance alimentaire est donc un peu meilleur que celui du petit-déj. Pour le dîner, c'est la même chose que pour le repas du midi. Petite parenthèse, dans un projet d'autonomie au sens large, abandonnez l'idée de préparer 3 repas. Faites en sorte d'avoir des restes du midi pour le soir. Ces exemples montrent bien que nous sommes nombreux, que ce soit les individus, les collectifs, les communes, les régions, même les pays, à être très loin de l'autonomie alimentaire. Certains tirent même la sonnette d'alarme en nous informant sur l'insécurité alimentaire. Si vous voulez en savoir plus, allez télécharger le livre de Stéphane Linou sur la résilience alimentaire. Comme nous l'avons vu avec mon régime alimentaire, sur une journée, je ne produis pas une grande partie de ma nourriture. Pour le moment. Et c'est justement sur ce point que ça coince. Si nous voulons améliorer le coefficient de notre autonomie, il ne suffit pas de faire croître notre production. Il faut aussi et surtout diminuer la consommation des aliments que nous ne pouvons pas produire.
Malheureusement, nos mauvaises habitudes alimentaires sont bien ancrées. Et c'est tellement facile de se verser des céréales toutes prêtes dans un bol de lait pour les manger à toute vitesse avant de partir au travail. Sachez que le concept d'autonomie alimentaire est surtout un argument marketing déconnecté de la réalité. Argument marketing que je peux moi aussi utiliser pour vendre mes formations. On promet souvent des potagers luxuriants qui permettraient de se rapprocher de l'autosuffisance. On vante les méthodes d'optimisation de la production. Le problème, c'est que l'on oublie complètement le dénominateur, l'alimentation que nous consommons. Est-ce que vous êtes prêt à renoncer à une alimentation plaisir? Finalement, le facteur le plus difficile à faire évoluer dans l'équation, c'est bien notre régime alimentaire. Il faudrait revoir toute notre alimentation afin qu'elle puisse correspondre à ce que nous sommes en mesure de produire. Adieu les bananes et le cacao pour le petit-déj. Est-ce qu'on est prêt à franchir cette étape pour l'ensemble de notre alimentation? Pour ma part, mon petit-déj a évolué vers de la polenta, car le maïs me semble bien plus facile à produire. Mais ce n'est pas le sujet. Vous l'avez compris, la recherche d'une autonomie alimentaire impose de revoir en profondeur notre régime alimentaire. Toutefois, ce changement n'est pas si facile à mettre en place. En effet, notre alimentation répond aujourd'hui plus à un besoin psychologique qu'à un besoin physiologique. On compense face au stress, on jugule les angoisses avec le sucre. Bref, on cherche plus à apaiser un mal-être qu'à nourrir le corps. On ne se nourrit plus seulement pour être en bonne santé, mais aussi pour répondre à nos émotions. Avant d'être autonome en nourriture, il est donc important de remettre en question notre propre fonctionnement. Sinon, au vu de nos capacités de production familiale, il est bien évidemment impossible de produire une alimentation à vocation psychologique. Étant donné qu'il sera impossible de faire correspondre notre production à notre régime alimentaire actuel, sauf à faire un très gros travail sur soi, je pense qu'il est préférable d'envisager l'autonomie alimentaire autrement. Si l'autonomie alimentaire elle va en poupe, c'est en grande partie dû au contexte anxiogène de nos sociétés. Alors, que ce soit pour compenser la chute à venir de nos sociétés ou pour faire face à une notion d'urgence, l'autonomie alimentaire que je recherche est là pour pallier d'éventuelles pénuries de denrées alimentaires de base. Le but principal de l'autonomie alimentaire que je recherche est de nous maintenir en bonne santé le temps qu'il faut si le contexte économique global vient à se dégrader. En bref, nous visons une autonomie alimentaire d'urgence. Bien évidemment, l'autonomie alimentaire ne s'envisage pas seulement sous le prisme de la peur. Mais pour ma part, c'est la peur qui m'a poussé vers l'autonomie. Et ce n'est pas une bonne chose. Bref. L'autonomie peut aussi être l'occasion de faire évoluer durablement la société vers un mode de consommation plus éthique et soucieux de l'environnement. Mais avant de tendre vers ce modèle, moi j'ai besoin de me sentir serein sur la question de la sécurité alimentaire. Est-ce que l'on peut vraiment compter sur l'État pour assurer cette sécurité? Moi je ne crois pas. Et dans le contexte actuel, le choix d'un modèle autonome en nourriture me semble opportun. À ce stade, on a vu que l'on n'est pas en mesure de produire la nourriture émotionnelle que l'on consomme. On a vu que le contexte actuel attise le sentiment d'insécurité alimentaire. C'est sur ces faits que j'ai construit notre projet d'autonomie alimentaire familiale d'urgence. Être en mesure de répondre à nos besoins physiologiques le temps qu'il faut si notre contexte économique vient à se dégrader. L'autonomie que l'on recherche n'a pas pour vocation d'être permanente et de remplacer toute notre alimentation. Ce que je veux dire, c'est que tant que ce sera possible, nous continuerons à acheter du chocolat et tout autre aliment que l'on ne sait pas produire mais qui nous fait plaisir de manger, tout en restant modéré et cohérent avec l'idée d'une société plus écologique que nous aimerions voir naître. C'est-à-dire en privilégiant la production locale et de saison. Pour le chocolat, c'est clairement pas facile, mais j'ai une petite idée sur le sujet et je vous en parlerai bientôt dans une prochaine vidéo. Pour évaluer nos besoins et estimer la production nécessaire, je m'appuie toujours sur notre régime alimentaire actuel. Ce régime est défini par la diététique chinoise et c'est ma femme qui est le plus en mesure d'en parler, mais elle ne veut pas faire de vidéo. Dans les grandes lignes, ce régime repose sur 30% de céréales, 40% de céréales, 30% de légumineuses et 30% du reste. Dans le reste, il y a les oléagineux, les fruits et légumes, les protéines animales, etc. Je vous la fais en condensé, car la diététique chinoise ne se résume pas en une vidéo. Mais c'est déjà suffisant pour que vous compreniez qu'il y a un obstacle pas facile à franchir. C'est la production de 40% de céréales.
Stop. Je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire « Oui, mais t'as pas forcément besoin de céréales dans ton alimentation. » Alors peut-être. À vrai dire, j'en sais rien. Mais je préfère me fier à un régime alimentaire qui a des milliers d'années plutôt qu'à une philosophie récente. Je ne dis pas que la permaculture a tort. Je dis juste que moi, je préfère compter sur les céréales dans mon alimentation. En moyenne, notre famille consomme 400 grammes de céréales par jour, soit 146 kg pour un an. La France produit en moyenne 7 tonnes à l'hectare. Pour produire 146 kg de céréales, je dois cultiver 210 mètres carrés. Et pour produire 73 kg de légumineuses, je dois cultiver 244 mètres carrés à raison d'un rendement autour de 3 tonnes à l'hectare. Et bim, un calcul tout bête que j'ai même pas pensé à faire avant de partir la fleur au fusil pour trouver notre terrain idéal. Pour le moment, j'exclus de notre projet d'autonomie alimentaire les céréales, car à ce jour, je n'ai pas la surface de disponible sur mon terrain en pente. Je vais dans un premier temps me pencher sur la production de 80 kg de légumineuses que j'estime plus réalisable avec des haricots à rames. D'après mes calculs, je devrais cultiver environ 475 mètres linéaires de haricots, ce qui représente déjà un beau défi pour notre terrain. Pour les 30% restants, je devrais m'en sortir avec les nouvelles terrasses créées pour le potager et pour la part de protéines animales, c'est avec l'aquaponie que je compte couvrir notre consommation. Et les céréales alors, vous allez me dire, tu fais comment? Tu renonces? Bah, certainement pas. Ce n'est pas parce que mon terrain ne le permet pas pour le moment que je ne vais pas chercher des alternatives. Dans un premier temps, je vais tester à plus grande échelle la milpa, connue aussi sous le nom des trois sœurs. Maïs, haricots et courges. J'avais pour le plaisir fait quelques essais en Normandie dans mes petits carrés de potager. Là, je veux faire un essai plus grand sur une partie de mon terrain et voir si je parviens à produire céréales et légumineuses sur la même surface avec le même rendement. Malgré le fait que notre terrain mesure plus de 3000 m², j'ai beaucoup de difficultés à trouver 2 cm² pour les céréales, plus 244 m² pour les légumineuses et disons 200 m² pour tout le reste. Soit plus de 650 m² approximativement. Mon terrain se prête beaucoup plus à la production de fruits. Alors concernant les chiffres que j'avance, il faut les prendre avec des pincettes, car je n'ai actuellement aucune idée des rendements que je vais pouvoir obtenir. Il est vrai que 650 m² pour rendre une famille de 2 plus un bébé autonome en nourriture, ça paraît bien peu. Il est donc tout à fait possible que mes chiffres évoluent avec le temps. Et si je n'arrive pas à tout produire pour couvrir notre alimentation, est-ce que pour autant, je dois arrêter de parler d'autonomie alimentaire? Imaginons que je n'arrive pas à produire les 25 kg de haricots mongo que nous consommons à l'année. Est-ce que je doive dépenser les 120 € nécessaires pour les acheter? Est-ce que si je vends pour 120 € de kiwi que je produis et que j'équilibre l'équation, est-ce que selon vous, on est toujours dans de l'autonomie? En raisonnant en euros pour calculer le coefficient d'autonomie, je trouve que l'on élargit les possibilités de cette autonomie. C'est l'intérêt, mais c'est aussi le danger de cette équation en euros. Pour moi, si avec ma production, par exemple de champignons, de truites ou de fruits, je compense les achats de nourriture que je ne produis pas, je vais faire évoluer mon coefficient d'autonomie vers le haut. Pour autant, j'estime que je ne suis plus en mesure de parler d'autonomie alimentaire. Où se trouve la limite? Alors vous pouvez très bien me dire qu'à partir du moment où je fais du commerce, alors je ne suis plus autonome. Personnellement, je ne sais pas s'il faut mettre une limite, et si oui, où la mettre. Alors je vais parler juste pour moi. Ma notion d'autonomie alimentaire est étroitement liée à la notion de sécurité alimentaire. J'estime être autonome à partir du moment où je peux vivre dans la durée sans avoir à commercer. Et donc, quand j'achète mes 25 kg de haricots mongo, alors je ne suis plus dans l'autonomie. En revanche, si j'échange mes pleurotes contre un poulet avec mon voisin, j'estime toujours être dans l'autonomie, car entre dans mon autonomie le cercle social proche. Alors maintenant, reste à savoir si mon voisin est autonome dans sa production de poulet. J'arrête là parce que ça va devenir chiant. Vous voyez que le concept d'autonomie alimentaire est suffisamment large pour que l'on puisse y donner chacun notre touche personnelle. Pour moi, après avoir monté cette vidéo, j'ai clarifié ma vision d'autonomie alimentaire et je parlerai plus volontiers maintenant de sécurité alimentaire.
Alors je suis curieux d'entendre votre idée de l'autonomie alimentaire. Je vous invite à partager la vôtre dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors vous pouvez semer un petit pouce pour qu'il germe et donne de nouvelles vidéos. À bientôt!